Ça marche, sûrement. Ouais, c'est bon. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est Nickel. parfait. Oui, c'est bon, oui. Donc, Volrando pour les nuls. Alors, c'est vrai que pour les nuls, faut peut-être un peu modifier. Enfin, qu'est-ce qui est pour les nuls en fait? C'est que, en fait, les décollages et les atterrissages sur cette sélection de balades, eh ben, ils sont sans surprise, quoi. Donc ça, c'est relativement facile. Après, bah, l'aérologie, par contre, un, un décollage hyper facile dans sa configuration et un atterrissage aussi, bah, ça peut rendre un vol très compliqué, voire dangereux. Donc voilà, ça n'empêche pas que les conditions, effectivement, faut les choisir, quoi. C'est-à-dire pas trop de vent, dans l'axe du décollage, etc. Un petit bilan, un peu ce qui fait qu'un vol rando, c'est facile. Peut-être une petite remarque sur les orientations au décollage, parce que j'ai eu des petites questions. Les topos, le matériel de sécurité, et puis voilà, on verra le reste après. Donc, au 6 octobre, il y avait 18 pilotes qui ont déclaré des vols, 72 vols en tout, et puis un certain nombre de vols aussi non déclarés. Des fois, je croise des gens qui me disent: ah ouais, bon, j'en ai fait, mais je ne les ai pas dit. Bon, et ben, c'est pas grave, l'essentiel, c'est que tout le monde en profite. Donc là, Un petit rappel, tu les déclares sur quoi les vols du coup? Parce que moi j'en ai fait, mais je les ai jamais déclarés non plus. et ben en fait, soit tu envoies sur le Discord. En fait, pour déclarer, il faut juste prendre une photo de ton aile au décollage et puis écrire un petit texte pour dire: bah voilà, il y avait un peu de vent, comment ça s'est passé, ton ressenti. Si tu n'as pas le temps, tu mets juste deux, trois mots, puis c'est tout, hein. Ok, ça Donc marche. soit tu le mets sur le Discord, soit tu me l'envoies par mail, comme tu veux. Ok, ça marche, ça marche. Et après, moi, je comptabilise. Donc, dans le crawl, pas mal de gens. Effectivement, c'est un vol qui est magique. Croix d'Alan, ben, ce qui est super, c'est que c'est assez facile, c'est pas trop long. Et puis, l'après-midi, ça prend bien la brise. Donc, ça peut permettre assez facilement de prolonger le vol. Voilà, bon. Juste pour info, on va revenir après en détail, hein. Donc, pour que ça soit facile, il faut que le décollage il soit, ben, pareil, voilà, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais large, dégagé, pas d'arbres, pas de rochers qui pourraient faire que si on a une mauvaise prise en charge, on vient les toucher, que la pente, idéalement, elle est progressive pour que au début, ça soit relativement plat et puis après, on puisse accélérer et avoir vraiment un bon décollage. Le vent, ben, ça va être le plus important en fait. Donc, en fonction de ce qu'on sait faire. Donc, ça, c'est en fonction de ce qu'on a travaillé en pente-école et en gonflage. Eh ben, peut-être que pour certains, ce serait plutôt 5-10 pour être tranquille. Et puis ceux qui ont un peu plus l'habitude, 15, 20, 25, voilà. Et ben, c'est un peu le max pour pas avoir trop de surprises. Sachant que l'idéal, c'est que le vent soit assez régulier. C'est-à-dire que s'il est entre 15 et 20, mais qu'il n'y a pas de rafale, bah, c'est peut-être plus sécure que de temps en temps à 10, puis de temps en temps, il y a des rafales à 25, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien, sur les décollages, j'ai un petit anémomètre qui me permet d'avoir le vent moyen et le vent en rafale. Et voilà, dès que j'ai une différence importante entre le vent moyen et le vent en rafale, et ben, voilà, j'ai un petit clignotant qui me dit: oh, attention, ça veut dire qu'on est dans des conditions un peu turbulentes. Alors que finalement, quand le vent est laminaire autour de 15-20, eh ben, voilà, il faut un petit peu de technique pour lever sa voile et, et la stabiliser au-dessus de sa tête. Mais après, finalement, le vol sera plus serein et éventuellement on pourra faire un peu de soaring, quoi. Donc les horaires, après, voilà, c'est indicatif, hein, ça va dépendre où on va être, mais plutôt le matin ou en soirée. Euh, Forcément, les conditions, elles seront moins thermiques. La saison, ben voilà, le printemps, on sait que ça peut être des aérologies qui sont beaucoup plus actives, mais sur le printemps, tous les jours ne sont pas non plus des journées avec des instabilités euh, importantes. C'est-à-dire que si on ne veut pas se faire trop secouer, ben,
au printemps ou en été, ben, si on regarde par exemple sur Météo Parapente, une journée comme ça, ben, la stabilité, il y a des places autour de 1000 ou autour de 800, ben, ça sera raisonnable, quoi. Alors que d'autres journées, s'il y a des places annoncées à 2000, ça veut dire que les brises sont plus fortes, tout sera plus fort, en fait, les thermiques seront plus forts. Donc, si un gage de sécurité ou si on veut faire un vol un peu plus tranquille, ben, c'est choisir des journées où les plafonds sont plus bas. Et connaître les brises, ben, ça permet de savoir un peu l'influence que ça peut avoir et en fonction de l'heure où on décolle, ben voilà, ça sera important. L'atterrissage, bah, qu'il soit grand, hein, forcément, pas trop d'obstacles, et puis idéalement des possibilités d'échappatoire si on s'aperçoit qu'il y a des petites bulles et qu'on est prolongé, quoi. Donc, essayer de choisir en direction, toujours l'endroit où ça nous permettra d'aller loin. Ah Écoute, oui, alors les orientations au décollage, je me suis aperçu que c'était pas forcément super évident. J'ai eu des questions. Euh, Est-ce que par rapport aux lignes de niveau, pour déduire la direction, euh, je ne sais pas si tout le monde sait lire les lignes de niveau et à quoi ça correspond. Et en fait, quand on a des lignes de niveau qui sont comme ça, il suffit de tracer la direction perpendiculaire et on a la direction de la pente. Donc, si on sait que le décollage est là, ben là, ce décollage, il est ouest, quoi. Alors, peut-être ça paraît évident pour la plupart d'entre vous, mais c'est vrai que j'ai eu des questions, donc je préfère leur préciser. Et c'est vrai que je ne mets pas trop de tableaux avec les directions parce que ah, il ne faudrait pas que ça induise les gens en erreur parce que, en fait, si le vent il est relativement faible, mettons annoncé 5-10, et ben sur des versants est le matin, ben, il y a la brise qui va prendre le dessus de toute façon. Donc, c'est pas parce que on avait 10 de nord de prévu qu'un décollage est, ça va pas le faire, quoi. Oui, David, je sais pas si tu as une question. ouais, c'est juste, bah, justement par rapport à ton premier transparent slide, tu Ouais. parles des décos pour les nuls. Je pense que c'est pour un nul, ça peut être pas mal un décollage aussi où il y a un angle de décollage ou une direction de décollage plus vaste. Parce que quand on Ah, est nul, souvent on arrive en haut et on s'est planté, on a mal analysé la météo et ça décolle pas, quoi. Donc, et quand c'est de la rando, c'est pas marrant de redescendre à pied. Donc je pense que dans un déco pour les nuls, c'est bien qu'ils partent à 360 degrés, oui, alors ça, c'est vrai. idéalement. Je suis d'accord. C'est l'idéal. Alors le Mais, plutôt. et donc, il y a des endroits où on trouve, bah, je le préciserai, hein, bah, notamment la Grande Sûre, où ça va entre ouest et nord-ouest et sud-ouest, ça passe. Même, il y a un petit créneau un peu en sud. Donc, c'est- les possibilités de décoller un peu sur d'autres directions, bah, je les indiquerai. Mais des décollages comme ça, à part le, comment ça s'appelle? Au-dessus de Clermont-Ferrand, là. Ouais, le Euh, Puy. le Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, on peut décoller partout. Après, d'autres où on peut vraiment décoller dans tous les sens, j'en connais pas. Non, non, bien sûr, c'est Mais juste pour voir si on peut préciser. Effectivement, c'est toujours agréable de se dire, bah tiens, sur celui-là, c'est pas une direction, quoi. Genre là, dans le crawl, il y a déjà deux décos possibles. Il y a nord et sud, c'est intéressant. tout à fait. Ouais, ouais. Non, non, mais on en reparlera. Après, souvent, il y a quand même une direction principale qui est pratique et les autres, ben, ça sera moins simple quand même. Par exemple, ici, là, on est entre la dent des portes et le Trello. Ici, on a quand même un grand pré qui est orienté ouest. Alors, si on va se mettre là, on va peut-être décoller un peu en sud-ouest aussi. Après, voilà. Des autres côtés, ça va être compliqué de l'autre côté, mais tu as raison. Donc, voilà. Et c'est vrai que trop se focaliser sur les orientations de décollage, ben, ça veut dire que quand même, quand on arrive à un endroit, s'il n'y a pas de vent, par exemple, c'est bien de monter à la crête pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme vent à la crête. Parce que des fois, on ne sent pas de vent, on va décoller, puis on va se retrouver dans des turbulences. Donc ça reste important. Et puis, il y a autre chose qui est important aussi, c'est qu'au-delà du vent qu'on aura regardé à la météo, du vent qu'on va observer au sommet, il y a aussi le vent qu'il y a aux environs, quoi. C'est-à-dire, ben, je sais pas, il y a des balises quand même qui nous permettent d'avoir un peu des directions de vent en général, et on pourrait très bien décoller à un endroit qui est protégé par la brise, et puis se retrouver à un autre endroit qui n'est pas protégé, et être un peu surpris. Donc, je dirais, l'orientation, c'est vrai que il faut toujours s'adapter à quand on arrive, vérifier que c'est bien en fonction de, voilà. Et donc, c'est un peu pour ça que je préfère pas trop
les indiquer, mais on les déduit assez facilement. Donc ça, c'est la liste des topos. N'hésitez pas à lever la main, hein, comme a fait David, au cas où, et puis posez vos questions. Donc j'en ai rajouté 5 en bonus, notamment dans le Vercors. Donc c'est un peu plus loin pour Chambéry, mais depuis Lyon, pour moi, c'était pas si loin. Et il y a vraiment des chouettes trucs à faire en Beldon. Et puis j'en ai rajouté un dans les Bauges aussi, qui avait toute sa place. Donc on va commencer par la Chartreuse. Donc les brises là, alors il y a un site, hein, qui les répertorie tous. Donc les sommets que j'ai répertoriés moi, c'est le Charmonson qui est là, le Grandson qui est ici. Si vous voyez ma souris? Oui. Ouais. La Dent de Croll qui est là, le Dôme de Belfond. Ce qui est bien dans ces documents, c'est que là, on voit bien, par exemple, sur le Charmonson, typiquement, la brise de Saint-Laurent, elle peut arriver, ce qui fait que le vent, la situation, elle peut être bien au décollage jusqu'à une certaine heure. Et à un moment donné, quand la brise là, se met en place, eh ben, ce décollage peut être sous le vent de cette brise qui vient de Saint-Laurent. Donc, ça peut être phase jusqu'à, mettons, midi, 13h, 14h, et après, avoir du vent qui arrive par derrière. Donc, c'est bien de le connaître. Ce qui est bien de connaître aussi, c'est que quand on va arriver à Saint-Hugues, eh ben le vent, lui, il arrive de Saint-Pierre. Donc, ça va nous. Alors, ça n'empêche pas que quand on arrive, on vérifie que c'est bien ça, mais au moins, on se prépare à ce que le vent il soit dans cette direction-là. On ne le voit pas non plus, mais donc là, il y a un atterrissage qui est l'atterrissage du Dôme de Belfond, qui est Perquelin. Et pareil, la brise, elle a quand même, une fois qu'elle est installée en après-midi, à partir de 14-15 heures, tendance à venir depuis Saint-Pierre. Donc, ça nous donne quand même une bonne indication. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de connaître ces brises-là. Après, là, sur ces documents, on voit aussi un peu les thermiques. C'est pas mal. Et les traces marron, c'est quoi? Traces marron. Ah, c'est une bonne question. Je sais plus là. Enfin, il y a le lien sur le site où on peut regarder après on ira regarder tout à l'heure les légendes. Donc le premier, c'est la Grande Sûre. Donc ce qui est très sympa à la Grande Sûre, c'est qu'il y a un chalet qui est ouvert. Donc c'est une cabane qui est non gardée. Donc on peut y monter le soir et puis décoller le lendemain. Le décollage qu'on voit ici, ben, la direction principale, elle est ouest. Il y a des petites combes, ce qui permet de quand même décoller un peu en nord-ouest, que j'ai déjà fait une fois, un peu en sud-ouest comme ça. Et alors, par contre, donc on va dire entre nord-ouest et sud-ouest, ça passe. En tout cas, ça passe sans difficulté particulière. Moi, j'ai déjà décollé une fois aussi en sud, voire sud-est ici, mais là, il y a quand même une limite d'arbres. Donc, faut avoir quand même, faut arriver à avoir un décollage efficace. Donc, c'est un peu moins facile. Qu'est-ce qui est sympa? Alors, depuis le décollage, en fait, il y a un sentier qui permet de monter direct sous le sommet, là, qui passe dans les barres rocheuses, qui est jamais très compliqué, qui est très sympa. C'est-à-dire que c'est pas très indiqué. En bas de la combe, il y a un petit arbre, je crois, à gauche. Et quand on est dedans, de toute façon, on peut pas se tromper. Il y a vraiment un sentier. Et il y a juste un passage, à un moment donné, il faut poser les mains sur 2 mètres, mais sinon, le sentier est vraiment très bon. Les décollages du sommet, ils sont pas très faciles parce que c'est des prés avec un peu des cailloux. Donc, on peut décoller en est. On peut décoller ici aussi en sud-est. Mais en aucun cas, c'est beaucoup moins pour les nuls, quoi. Ici, on a une grande prairie, on va le voir sur les photos, qui est vraiment super accueillante. Et ici, c'est quand même moins facile. Au niveau de l'atterrissage, il est très grand. On voit ici. Il faut faire attention, c'est que là, il y a une ligne électrique qui est perpendiculaire, qui est parallèle à cette route-là. Donc, voilà, il faut soit atterrir. Donc, ça reste très grand, hein, mais être bien vigilant à cette ligne électrique, quoi. Donc là, on voit 2 photos. Donc souvent, il y a même une petite biroute. Alors peut-être elle n'est pas garantie à chaque fois, hein, mais voilà, on a vraiment au niveau du décollage des gros dômes herbeux qui sont hyper agréables. Il n'y a aucune difficulté particulière. La barrière d'arbre, elle est assez basse, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire, hein, on la passe forcément. Voilà.
Donc le Charmençon. Donc là, on en parlait, la terreau, c'est la terreau officielle du site de la SIA, qui est vraiment, par rapport à Saint-Hugues, là, il y a l'église, le cimetière, et là, il y a un champ qui est vraiment immense. Ce qui est important pour cet atterro, c'est que c'est bien de passer avant, parce que pendant toute la période des foins, c'est-à-dire entre mai et juin, c'est pas praticable. Et en fait, il y a une biroute sur le côté qui est à côté du parking. Si la biroute elle n'est pas là, c'est que l'atterrissage il n'est pas praticable. Donc c'est important de respecter ça parce que il y a une école de parapente en Chartreuse et voilà, ça se passe bien, mais il faut que les gens respectent l'atterrissage, sinon avec le paysan, ça peut poser des soucis, quoi. Euh, euh, donc moi, il se trouve que le long du pré, là, on a un parking qui est assez grand. Donc, en période de foin, moi, j'avais posé sur le parking, mais voilà, après, ça devient plus vraiment. Voilà, poser sur un parking, c'est un peu moins facile que sur un pré et c'est pas très large, donc c'est moins facile. Donc, le Charmençon, le décollage principal, eh ben, il est est. Donc, ce que je disais, hein, c'est que plutôt le matin, on va avoir une brise de face, mais voilà, c'est très grand, très large, une pente très progressive, et il n'y a vraiment pas de souci particulier. Donc là, on voit en été, donc on peut aligner pas mal d'ailes. Là, on voit en fait, c'est un petit peu avant il y a le sommet qui est là. Là, il y a une espèce de petit col et ça fait une espèce de petite cuvette. Donc on peut pas le rater, hein. Là, on l'a vu un peu depuis côté sommet. Donc c'est cette espèce de grande dépression toute ronde là. Donc il y a vraiment un grand pré, on peut courir longtemps et puis c'est assez progressif. Il y a pas d'arbres devant, c'est très très bien. Euh, pour les autres alternatives, eh ben, je pense qu'on pourrait décoller un peu en sud ici. Moi, j'avais décollé en l'ouest de l'autre côté, mais en ouest de l'autre côté, il y a quand même il y a un petit plateau en face. Donc, ce jour-là, moi, j'avais pu remonter en soaring un peu au-dessus du sommet, puis après, mais voilà, c'est quand même moins facile, je dirais. L'idéal, si on est sur des considérations faciles, c'est qu'il n'y a pas un vent qui est important, et ben, c'est d'arriver avec la brise du matin qui va venir arriver sur la pente est et décoller voilà, avant midi, hein. Alors après, là, il y a Pierre-Yves qui a été dimanche, ouais, il a décollé à 13h, c'était encore très bien. Donc voilà. Euh, donc le col de Belfond. Donc là, on a un atterrissage qui est un atterrissage du coup officiel aussi c'est-à-dire que euh, les gens qui décollent de la SIA, euh, que, oui, les gens qui décollent de la SIA ici, si ils vont un peu par ici et qu'ils n'ont plus assez de finesse et que là, ils se retrouvent avec la brise en face, et ben en fait, pour eux, c'est un atterrissage de secours, quoi. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent plus à sortir, ils vont aller sur Perquelin. Donc là, c'est un vrai atterri officiel. Euh, donc, très joli. S'il y en a qui veulent varier un petit peu la randonnée, donc il y a le chemin classique qui passe par ici. Et sinon, en passant, en arrivant par la cascade, les sources du Gier, ici, il y a des possibilités de passer à droite de la crête à partir d'ici, là. Donc il y a toute une sente qui passe à droite et avec des trucs très très sympas où on a des petites arches, c'est un petit peu de gaz. Donc la rando est vraiment très très chouette. À partir du pas de roche plane, toute cette traversée-là, on peut longer la crête sur le côté et puis revenir à un moment donné du bon côté. Donc cette randonnée-là, là, c'est cette sangle-là qu'on voit ici, là, qui est vraiment super chouette. Et donc le col de Belfond, ben, il y a un peu différentes orientations, hein, c'est-à-dire que soit on se vient ici, donc on sera plutôt presque sud-sud-ouest. Là, si on va un peu dans ce coin-là, on sera plutôt ouest. Et donc, là, si on veut éventuellement en profiter pour privilégier le vol, enfin prolonger le vol, plutôt début d'après-midi pour avoir un peu la brise et puis les thermiques, quoi. Voire milieu d'après-midi, quoi. Donc l'atterrissage, il est matérialisé, il y a une biroute, donc il est plutôt dans la première zone du champ qui est ici, mais c'est quand même dégagé, donc ça veut dire que même si on est un peu plus long, on peut aller plus loin, quoi. Là, l'atterrissage, il n'y a pas de souci particulier. Donc le grand son,
Grandson, c'est vraiment un super sommet aussi, avec un décollage très grand en est, donc pour le matin, où on va venir atterrir au même atterrissage que celui du Charmençon, donc à Saint-Hugues. Donc après, soit on part du bas, donc la randonnée est assez longue, soit on part du col de Cucheron, et puis il y en a certains, et après on revient au col en voiture, etc. Euh, pour la partie rando, il y a quelque chose qui se fait très bien, c'est depuis le pas de la Suffière, pour remonter au sommet, on peut longer la crête. Donc, il faut poser un peu les mains, mais il n'y a jamais rien de très compliqué. C'est un petit peu aérien et très, très sympa. Et donc, passer par le col du Fresnay, voire arriver depuis l'abbaye, c'est possible aussi. Donc, en tout cas, ce petit détour-là, il est vraiment chouette à faire en rando. Donc le décollage, il est vraiment super, quoi. Ouest, très large, très dégagé devant, euh, aucun souci. Et donc ça, c'est l'atterrissage de Saint-Hugues qu'on voit, très grand avec le parking. Et on décolle de la pente qui est ici, tout en haut. Il passe en finesse monosurface, celui-là. Oui, Ok. ouais, ouais, bah là, après, je dis pas, hein, si un jour tu as 20, 25 de sud, ben, déjà, ça va être compliqué de décoller. Et, mais en tout cas, tant que tu n'as pas une tendance sud forte, c'est large, hein. Si vous posez un peu des questions de ce type-là, euh, il y a un outil qui est bien, je ne sais pas si tout le monde le connaisse, c'est l'outil de finesse qui est dans Spotter, qui permet de savoir quelles zones sont accessibles avec quelle finesse, en fonction de là où on décolle. Donc, en fait, il suffit d'aller sélectionner sur ici, là, l'outil Iconfly, et là, on sélectionne le décollage. Donc là, ça nous donne les finesses nécessaires et les zones qu'on peut accéder. Et donc, par exemple, l'atterrissage de Saint-Hugues, il est à une finesse euh, de 4,45, quoi. Donc, euh, c'est une finesse qui est facilement atteignable par une voile surface tant qu'on n'a pas trop contré en sud, quoi. Donc, si Ouais. au niveau du décollage, tu n'as pas de sud, tu n'as pas d'inquiétude. Moi, classiquement, à partir de. Je sais que j'arrive à peu près 6, quoi. À peu près comme ça. Au-delà de 6, je me pose des questions quand même. C'est-à-dire que jusqu'à 6, la marge est assez bonne. Après, dès que tu as du vent de face, ça peut vite baisser, quoi. Donc, 4-5, on est bon, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez tous cet outil ou pas. Mais, Par ailleurs, j'ai vu que tu avais fait des captures d'écran depuis Relief Map. Relief Map le fait également. ouais, ok. Bah, ça, je ne le connaissais pas, mais voilà. En tout cas, ça, c'est un outil quand on veut faire planifier un peu des atterrissages et puis voir s'il y a des plans B, est-ce qu'on est bien ou pas. Donc le col de bord qui est sous le col du Coq. Bah, ça, c'est un décollage qui est super intéressant quand on veut profiter un peu des faces est de Saint-Île, mais pas décoller avec tout le monde, avec la meute. Bon, après, quand on va décoller, qu'ici à la meute, bon, on va les retrouver là quand même, hein, mais en tout cas, au moins au niveau du décollage, on sera tranquille. Euh, alors, ouais, la première fois que j'étais allé, alors je vais remettre en diaporama. À partir de- Ouais, moi, la première fois, j'avais décollé du col, vraiment du col, ici, là. Mais c'est pas l'idéal. En fait, après, j'avais compris, on m'avait dit que non, non, en fait, il faut suivre le sentier qui va vers ici. Et puis, à un moment donné, pour rejoindre le décollage, il faut passer un peu à travers la forêt. Euh, il y a pas vraiment de sentier pour arriver au décollage. Donc, il faut longer le sentier. Et puis, à un moment donné, hop, on bifurque. Et après, une fois qu'on y est, il n'y a pas trop de doute, hein. C'est-à-dire que on est au-dessus du pré qui est comme ça. Et là, il y a un espèce c'est très, très dégagé, une pente pas très raide. Donc, voilà, faut s'attendre à courir un petit peu avant la prise en charge, mais la haie d'arbre, elle est vraiment très loin. Donc, il n'y a pas de souci particulier. Pour y monter, ben,
là, le petit sentier qui est au fond de la combe, il est très sympa. C'est un sentier un peu muletier, qui est très chouette. Et donc, pour ceux qui veulent aller un peu plus fort, il y a un petit sentier qui passe au milieu, là, mais qui est vraiment très efficace. Donc là, c'est bien raide. Voilà. L'atterrissage, donc ça, c'est un atterrissage officiel là, de Saint-Nazaire. Tout petit peu, tout petit peu en pente, mais il est assez grand. Il faut faire attention parce que le long de la route, là, il y a un fil électrique. Donc, on ne peut pas arriver en entrée de terrain vraiment complètement en bas. Mais sinon, il est quand même relativement grand. Il y a un parking juste à côté. Donc, très bien. Et après, bah, voilà, on se retrouve un peu sur les faces est de Saint-Île. Donc, la dent de Crolles, peut-être, Jean, concernant ce que je voulais dire concernant le col de bord. Alors, j'ai un écho, je ne sais pas si tout le monde l'a, mais... donc, du coup, ce que je voulais dire sur le col de bord, c'est qu'il y avait un bon repère, c'est que dans la forêt, quand on est sur la crête, il y a un mètre cube de béton, parfait, en plein dans les bois, donc c'est assez remarquable. Et à ce moment-là, on coupe dans le bois et on tombe pile poil sur la clairière. Ah, ok, d'accord. Bah, écoute, bien, parce que moi... Ouais. Et pour le coup, latéraux, j'ai pas trouvé qu'il était si tout que ça, parce que il est bordé de hauts arbres sur 3 côtés, et le 4e côté, il y a une ligne téléphonique. Non, moi, j'ai pas trouvé si facile que ça, pour mon niveau, en tout cas. Ouais, et ben écoute, effectivement, il est moins grand que d'autres, et il y a des obstacles en bout. Par contre, il est relativement grand quand même. Ouais, moi, j'ai une petite remarque, Jean, sur le col de bord aussi. Latéraux, oui, il est un peu pentu et il peut y avoir de la brise, soit montante, soit descendante, d'ailleurs, en fin de journée, si on se pose tard. Hein, faut faire un petit peu attention. Et puis le déco, je trouve qu'il est mieux en tendance nord quand même. Hein. Vaut mieux, si on va à Saint-Île et qu'on veut éviter le départ où il y a du monde, etc. S'il y a du vent de sud, quand même, le col de bord, il peut être un peu sous le vent de la crête, tu vois. Oui, ah ben, ça m'est déjà arrivé. C'est nettement moins confort avec une tendance un peu sud. Voilà, c'est tout. Ok, non, mais c'est des bonnes remarques. Après, c'est vrai que oui, latéraux, il est peut-être moins évident que d'autres, effectivement. L'idéal, c'est d'aller vous rendre compte sur place. Hein. Comme ça, vous verrez la ligne téléphonique qui est ici, là, qui est le long de cette route. Peut-être pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience. Ok. Il y avait d'autres qui avaient des remarques? Je ne sais plus. Non. Donc pour celui d'après, pour la dent de Crolles, une des possibilités, si on veut réduire le nombre de navettes, c'est de laisser sa voiture là et de monter en stop au col du Coq depuis ici. Donc éventuellement, une fois qu'on sera à la dent de Crolles, réatterrir ici. Mais après, voilà, c'est une des possibilités, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui monte, et notamment si on a fait un bivouac et on a décollé le matin assez tôt, et que c'est le samedi, ben, mettons à partir de 8-9 heures, ben, il y a pas mal de gens qui vont aller faire de la randonnée, et donc il y a pas mal de gens qui sont susceptibles de nous prendre en stop pour remonter au col du Coq. Donc ça peut être assez efficace d'arriver le soir au col du Coq et puis de remonter en stop, ou alors de laisser sa voiture en bas et puis de remonter en stop. Quoi. Ou de tout faire à pied depuis latéraux. Ou tout faire à pied depuis latéraux, tout à fait. C'est un peu plus long. Mais ça se fait, bien sûr. Donc, la dent de Crolles, on l'a dit, il y a 2 décollages. Pour moi, il y a surtout le décollage nord qui est relativement facile, quoi, parce que c'est un grand pré qui est nord. En fait, il faut, par rapport, c'est tout ce pré qui est au nord du sommet. Et donc, c'est bien d'avoir une tendance nord, pas trop fort, quoi. Voilà, 5-10, c'est idéal. Comme ça, on gonfle face au nord. Et une fois qu'on a pris un tout petit peu d'altitude, et ben, à un moment donné, on oblique à droite au-dessus de la falaise.
Donc celui-là, il est vraiment abordable. Le déco dans le pas de l'œil, bah, c'est un peu plus délicat parce que la pente naturelle, quand on est au-dessus, bah, elle est plutôt direction un petit peu ouest. Si le vent est sud, eh ben, on va poser la voile au-dessus, mais sur un replat qui est légèrement un petit peu, pas vraiment à plat, mais un petit peu en dévers. Alors, attendez, une petite seconde. Ouais, excusez-moi. Donc le sud est un petit peu plus délicat parce que en cas de, on va le voir peut-être, on va le voir sur les photos. Ouais, c'est donc le nord, c'est ça, c'est un grand pré. Donc souvent on décolle et puis on va tourner à droite à peu près à ce niveau-là. Et au niveau du sud, soit on peut courir un peu en direction de l'ouest et après obliquer à gauche, soit c'est vraiment sud et là on est obligé de mettre sa voile sur du plat et voire même c'est un tout petit peu presque en arrière. Donc, si c'est un peu alimenté, c'est un peu compliqué. Et surtout, il n'y a pas. Dans ces cas-là, il faut vraiment décoller en étant sûr d'avoir son aile stable, bien prise en charge, etc. Parce qu'ensuite, c'est vraiment assez raide. Donc voilà, ensuite, c'est un peu plus délicat. Et ah si, j'avais deux vidéos pour illustrer un peu. Ah, on va être obligé d'avoir un peu la pub. Là, il y avait un petit peu de vent. Alors, le collègue, là, il était très chargé hein, sur son aile, hein, c'est-à-dire qu'il avait une aile c'est d'une 21 mètres carrés et puis il doit faire bien 90 kilos, donc il était plutôt en très haute fourchette. Hein. Si, si on a une aile normale, moi j'avais décollé ce jour-là, bah voilà, faut courir un petit peu. Donc en tout cas, si on le sent pas, on peut toujours se reposer dans la pente, c'est un grand pré, donc il y a pas de souci particulier. Donc après, on se met comme ça en l'air, et puis après, quand on sent qu'on a un petit peu de hauteur, bah, 3-4 mètres, et ben après, on peut aller euh, sur la droite et puis partir côté falaise, quoi. Et l'autre, c'est plus celle du sud. Je ne me rappelle plus ce que c'était comme vidéo. Ah oui. Alors attendez, une petite seconde. Donc, donc là, c'est un décollage plutôt, donc c'est le côté sud, mais en décollant un peu direction à l'ouest. Donc là, quand il y a vraiment très peu de vent, ben, ça le fait pas trop mal. On voit que le vent était quand même un petit peu sud hein, quand il a levé la voile et s'est un peu réorienté. Et par contre, voilà, une fois qu'on est sur la rupture de pente, eh ben, il y a un bon trou, quoi. Donc là, c'est quand même un décollage qui est un peu moins facile. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez peut-être donner un peu votre expérience, ceux qui l'ont fait déjà. Ouais, moi j'ai une remarque, Jean, c'est Romain. Ouais, J'ai entendu dire et je l'ai vérifié. Tu sais, le pas de l'œil, en fait, il y a un venturi au déco. ouais, ouais. Et une règle du pouce que j'ai entendue à Saint-Hilaire, c'est que, en gros, il faut rajouter 5 km/h de vent, quoi. Je ne sais pas si c'est ton expérience, mais si tu vois, donc si tu vois 5 à 10 sur
en météo parapente, par exemple, ben, en fait, il y aura au pas de l'œil, donc au déco du pas de l'œil, il y aura plutôt 10-15, quoi, voilà. Oui, Qui permet oui, de faire alors, du soaring dans cette espèce de cuvette, mais il y a quand même un espèce de un peu plus de vent au déco que la prévision ou que les balises alentours, etc. Du fait de ce petit venturi dans la cuvette, quoi. Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Alors, sachant que quand on décolle, on n'est pas forcément au fond de la cuvette. Alors, c'est vrai que alors, il faudrait qu'il y a quelqu'un qui a son micro, là, ça fait de l'écho. C'est bon? Ouais, c'est bon. Oui, alors moi, 2 fois, j'ai pu faire du soaring. Le soaring à la dent crawl, c'est vraiment très sympa. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en l'air, là, ici, c'est hyper chouette. Par contre, c'est le décollage qui est compliqué. Parce que, en fait, quand on monte la voile, comme la pente elle est presque inverse dans l'autre côté, et ben on se fait assez facilement tracter en arrière, quoi. Et on n'a pas une pente positive qui nous aiderait à repartir. Donc, mais une fois qu'on est en l'air, c'est super. Et donc oui, la remarche sur la compression, c'est pas bête. Ouais, moi, je voulais te faire juste une petite remarque sur le fait que quand j'y suis allé, bon, j'ai eu des gros doutes sur le fait que j'allais finalement arriver à passer le col. Donc, et puis finalement, ça se fait bien parce que quelques dizaines de mètres avant de passer le col, il y a l'air qui s'engouffre et on reprend un peu d'altitude et donc du coup, ça passe sans souci. Mais pour autant, c'est quand même un petit peu impressionnant. Et le jour où je l'ai fait, il y avait un gars qui avait l'air assez expérimenté, d'ailleurs avec une monosurface, qui lui a carrément décollé depuis le col. Il y a un petit bout de pente qui est assez bien orienté, qui prend bien l'air, la brise en fait du matin. Et donc je parle du col qui est sur la droite de la pente qui est dans l'image qui est dans le carré en bas à gauche dans ton écran en fait. Hein. Ah Donc, ouais, il a décollé de ouais, là-bas. Ouais. voilà, exactement, là où t'as ta souris. Du coup, et en fait, c'était hyper sympa et je me suis dit que la prochaine fois, si je le faisais, je décollerais plutôt de là-bas. Ça avait l'air assez adapté, quoi. Voilà. Ouais, Et après, c'est moins sécurisant quand même. Quand tu commences à courir sur une pente d'herbe, tu vois, tu es confiant. Si ça s'arrête, c'est pas grave. Après, là, si c'est pas alimenté, ouais. Alors, moi, ce que m'ont dit les anciens, c'est qu'avant, sur les voiles ils pouvaient pas décoller ici en Nord parce que les voiles n'avaient pas la finesse. Et par exemple, sur les monosurfaces un peu chargées, ben là, j'ai vu une vidéo récemment d'une petite monosurface, et encore, c'était celui de Wing Master, là. Il a commencé à courir là avec sa monosurface, et en fait, il a retouché au moins 4-5 fois avant d'être vraiment en l'air, quoi. Donc, ouais. effectivement, sur les monosurfaces un peu chargées, qui n'ont pas une finesse extrêmement bonne, et ben là, il va falloir vraiment courir, quoi. Mais ouais, sur une voile normale, bisurface, avec une charge à l'air normale, ça va. Ça, globalement. La Voilà. tienne, elle est chargée comment, toi? C'est une grande surface que tu as ou c'est une petite? Moi, j'ai une double skin qui est plutôt bien chargée. Le jour où je l'ai fait, j'avais en plus du matériel de camping pour la nuit. Donc, ouais, et pour un piou-piou, je trouvais que c'était impressionnant, mais en fait, ça passait sans souci. C'est juste que tout seul, à faire mon analyse et tout ça, j'ai été un peu impressionné par le fait de raser la pente comme ça pendant Hmm. une bonne longueur. C'était la première fois que ça m'arrivait de faire un décollage qui était aussi long, en fait, avant de prendre un peu de gaz, quoi. Donc, voilà, il faut être prêt à ça, quoi. Et puis après, comme tu dis, il faut garder tout le temps le train d'atterrissage prêt à retoucher, quoi. Voilà. Oui, et puis quitte à recourir un petit coup pour relancer, comme ce qu'a fait le collègue dans la neige, là, hein. Et Mm. oui, donc toi, tu as une surface, elle fait combien de surface, la tienne? C'est du 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Et tu devais être à 90, non? Moins en Oui, PTV, oui, là? oui. Mm. Ouais, Oui, ouais. donc avec une voile entre guillemets standard, tu aurais été plutôt à 25 mètres carrés. Donc tu aurais eu certainement peut-être une finesse un peu meilleure, quoi. Mais Ouais, oui, c'est sûrement. vrai, tu as raison de le préciser qu'il faut s'attendre à éventuellement courir un peu, quoi. Et tout dépend. Si le nord il est un peu plus présent, s'il y a 15, il faudra courir un peu moins aussi, quoi. S'il y a vraiment pas de vent, c'est possible aussi. Ben, voilà, il faut bien courir. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas. Si on le sent pas, et ben c'est pas grave, on repose dans l'herbe et puis c'est tout, quoi. On n'est pas, y a pas d'obstacle en face, et c'est en ça que je dis que c'est pas trop, enfin c'est abordable, quoi, cette partie-là. Ok, ben merci pour ta remarque. Donc les Bauges, toutes les brises, elles viennent d'Annecy, hein, du nord, ou ici qui s'engouffrent vers l'Échrennes, et à chaque fois elles remontent toutes comme ça. Et donc
là où ça va être un paramètre important, c'est eh ben, le marge arrière. Hein. S'il n'y a pas de vent, et ben, en fin de journée, eh ben, ça va plutôt, la brise va plutôt être dans le mauvais sens, quoi. Si cette brise-là prend le dessus. Par contre, quand on va décoller de la croix d'Allan, bah là, on est vraiment en face de la brise. Donc, on se retrouve avec un peu un régime qui peut être vraiment favorable pour, même si, pour prolonger le vol, quoi, un petit peu comme la brise qu'on peut avoir à Vérel ou au Revard. Donc, c'est un des intérêts de ce décollage-là, quoi. Donc, intéressant pour ça. Justement, la croix d'Allan, donc là, je crois que c'est pas un atterrissage officiel quand même. Donc, mais voilà, qui est très plat, qui est très grand. Euh, Par rapport à, donc je pense que il faut quand même faire attention de, bah, s'il y a de l'herbe, voilà, de faire attention à la période mai-juin, quoi. Sur les petites falaises qui sont juste avant le latéraux, ici, si on est en fin d'après-midi, bah, on peut faire du soaring sur ces petites falaises-là, hein, parce que voilà, on a la brise qui arrive. Euh, donc la croix d'Allan, ben, décollage plutôt ouest, euh, qui marche bien en brise et qui est vraiment un dôme herbeux avec un petit peu. On peut décoller aussi un petit peu en nord si on monte un peu plus par là. Hein. Je sais que Olivier, moi j'avais décollé une fois par ici. Sinon, sur la zone où il y a la croix, bah, c'est plutôt essentiellement en ouest quand même, un petit peu sud-ouest, mais la pente est plus courte et les arbres sont proches quand même. Donc là, on voit la vue un petit peu de l'extérieur. Donc quand on décolle depuis la croix, on est ici, donc on décolle tout droit. Et si on remonte un peu vers le plan de la limace, par ici, bah là, on peut décoller un peu plus en nord. Donc voilà, au niveau de la croix, on est bien à plat. Et après, le pré fait une inflexion. Donc euh, c'est vraiment un déco qui est facile. Et latéraux, ici, là, il est vraiment immense. Hein. Là, pour le coup, il n'y a pas de mystère. Il faut s'attendre à poser en face du nord pour la brise. Imaginons que vous vouliez atterrir ailleurs, par exemple ici, parce que vous laissez votre voiture là. Attention, en fin de journée, il peut y avoir un peu de brise encore ici, et là, c'est comme le fond de vallée, donc il peut y avoir un catabatique, donc qui redescend. Voilà, je sais que moi, je me suis déjà fait un petit peu surprendre en posant par ici. Je pensais euh, classiquement posé en face de la brise, et à cette heure-là, vers 8-7 heures, là, en fin de journée, en été, ben non, en fait, dans cette zone vraiment localisée, là, et ben, là, le courant descendait. Donc voilà. Margeria, donc tendance sud, c'est vraiment super, Margeria, parce qu'on a des belles falaises et on peut rester en l'air assez facilement avec pas forcément énormément un vol, un vent très fort sur la crête. L'idéal, c'est de partir de la Fougère, donc il n'y a pas d'intérêt officiel, mais le pré est quand même très grand. Euh, pas d'inquiétude. On peut passer donc, par le col de la Verne. À noter qu'il y a pas mal de possibilités le long de la crête pour décoller. Ici, le décollage il est plutôt plat avec une bonne rupture de pente, enfin une pente un peu plus faible. Donc on a plus de temps pour courir un peu à plat et puis éventuellement arrêter sa course en vol si on sent que ça ne le fait pas. Donc si c'est alimenté, je dirais cette zone-là est peut-être la plus facile. Et les zones ici, on va être dans des pentes un peu plus raides, donc avec potentiellement un peu plus de difficulté à s'arrêter si ça se passe mal. Euh, donc ça, c'est la zone dont je parlais qui est au-dessus, où on est assez plat avec une rupture flottante un peu forte. Et toutes ces zones qui sont entre le col de la Verne et ici, bah, par ici, là, on a plusieurs petites combes où ça peut se décoller. Mais on voit bien que voilà, la pente est plus raide. Et c'est vrai que la photo le rend mal parce qu'en vrai, on a plus l'impression d'un peu plus de raideur. Ce qui fait que quand on est parti, quoi. C'est-à-dire faut être un peu plus sûr de soi. Voilà. Donc peu là, plutôt déco en or ici.
ou en ouest, en haut de la piste noire, sachant que si on décolle en nord, ben, à un moment donné, on tournera à gauche en dessus de cette piste-là. En été, donc la brise arrive depuis Ayonjeun ici, là. Donc cette zone-là, s'il y a de la brise en été, bah, ça peut être un peu turbulent. Donc il y a un atterro qui a été mis en place par les gens du club de vol en Vosges, là, qu'on repère assez bien. Ici, il y a la piscine qu'on peut voir, et là, c'est un moment où il y a une route, et là, c'est assez large, et au pire, on peut dégager, donc il y a pas mal de place. Voilà, donc ça, c'est la vue qu'on a depuis juste un peu en dessous le télésiège. On a ce gros dôme, on va pouvoir décoller au nord, et puis après dégager à gauche au-dessus de la piste. Il y a une main levée, Jean. Hein? Il y a une main levée, je crois. Ah, j'ai pas vu, pardon. Allez-y. Oui, c'est Pierre-Yves. C'était Ouais. simplement pour un petit retour. Alors, c'est plus le sujet maintenant, mais voilà. On était avec le club, donc les élèves, jeudi dernier, à la Dorncroll. Donc, on a tous décollé en or. Il y avait des personnes qui avaient peu de voleurs actifs. Ça s'est bien passé pour tout le monde. Effectivement, ceux qui avaient une petite voile, voire en monosurface, d'autres groupes, ils ont remarché un peu dans le pré avant de reprendre bien un élan et prendre le col à droite. Moi, ce que je voulais aussi relater, c'est que sur la suite de mon vol, bon, le déco, pas de difficulté. Et après, j'avais bien repris plutôt en dynamique sur la côté sud de la dent de Kroll, jusqu'à arriver au niveau du sommet. Et là, j'ai fait une grosse fermeture parce que pour le coup, je me suis retrouvé sous le vent du nord qui nous a permis de bien décoller. Mais à ce niveau-là, c'était quand même très, très, très turbulent, quoi. Donc, c'est peut-être quand même un point d'attention à noter. Je sais pas si je me suis fait comprendre dans l'explication. Si, il y avait du nord, elle était arrivé dans les thermiques de la face sud, qui peuvent être assez forts. Moi, je sais qui m'avait dit que c'était le thermique le plus fort de Chartreuse. Il était là. Et donc, effectivement, s'il y a du nord, là, on a des zones de cisaillement qui peuvent être fortes. Ouais. Ouais. Donc, vigilance, tu as raison. C'est ça. Et l'autre question par rapport au. Est-ce que ça vaut le coup de monter un peu plus haut que le plan de la limace, donc Croix d'Allan, plan de la limace, et monter jusqu'au mont de la Coche? Et comment ça se passe là-haut? Alors, ouais, du coup, j'ai déjà été décollé du mont de la Coche, qu'on voit ici, là. Par contre, la pente, on ne dirait pas comme ça, mais elle est quand même assez raide. Et donc, il faut être prêt à décoller dans un pré qui est quand même assez pentu. Si on compare par rapport au décollage du Trello qui est ici, qui a une pente aussi, le mont de la Coche est plus raide. Donc, il y a juste un tout petit replat qui est au sommet où on peut poser la voile à plat. Par contre, quand on se retrouve au bout des suspentes, on est quand même bien plus bas. Ça se fait, mais c'est moins piou-piou, quoi. Parce que comme la pente est raide, si on se débrouille mal et qu'on commence à faire des roulés-boulés, ben voilà, ça peut être délicat. Est-ce que Donc c'est c'est mieux? J'ai vu déjà des ailes décoller, mais un peu plus. Donc là, on va être un peu plus au sud par rapport au sommet du mont de la Coche. Donc, plus au sud par rapport au sommet de la Coche. Alors ça, ouais. j'ai pas fait. Je vais voir. Sur ta photo, c'est là où il y a à peu près le 2, mont 2, la Coche, le 2. Alors, sur la photo. Ouf, Ah, ici, bah, alors je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Ici, là, c'est peut-être un peu moins raide. Peut-être. Je t'avouerai que moi, j'étais allé au sommet et puis voilà, il y avait du vent qui était bien en face, donc j'avais décollé vraiment du sommet. Et peut-être ici, ça se fait un peu mieux. Ça reste quand même un peu raide, hein. Je dirais, par rapport à décoller le plan de la limace ou de la croix d'Allan, c'est facile là. Autant là, je pense qu'il faut être un peu plus expérimenté. Et ensuite, après, le vol, il peut être magnifique, hein, parce que là, il y a pas, on peut aller jusque vers la pointe d'Arcalo, revenir. Enfin voilà, c'est hyper beau. Donc, à tester. Ok, merci. Ouais. L'avantage que j'y voyais, c'est que ça permettait de traverser facilement jusqu'à la dent de Pleven, alors que des fois, quand on décolle du plan de la limace, on peut se faire enterrer, pas forcément arriver à raccrocher à la dent de Pleven, en fait. Ouais, bah, l'idéal, je pense, c'est de prendre un peu de gain devant la croix d'Allan, hein. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand même, par ici, là, ça marche bien. Et
le thermique est assez actif. Donc l'idéal, c'est de prendre 200-300 mètres au-dessus de la croix avant d'aller en face. Ok, merci. N'hésitez pas à parler, hein, parce que je ne vois pas forcément les mains levées, hein, pour m'interrompre. Hein. Alors du coup, je prends le micro. Ça, concernant l'atterrissage de Margeria, je ne sais pas si tu pouvais remettre la carte, Jean. L'atterro entre guillemets officiel, c'est la Fougère. Et en définitive, celui qui est pointé, qui est donc à droite du parking, moi je l'ai trouvé moins facile, d'autant qu'il y a en plus un potager qui a été plus ou moins fait par des voisins là. Alors que à gauche du parking, là il y a des grands prés plats. En plus, Ceux-là, ouais, en dessous, le long de la route en fait, à droite et à gauche de la route, à gauche du parking, exactement. Exactement là où tu as la souris, c'est bien. Ah, ok, d'accord, ok. Et Ouais. pour moi, là, c'était beaucoup plus facile et le pré est pas en dévers, alors que là où il y a l'atterro officiel, c'est pas mal en dévers. Et en plus, il y a une ligne téléphonique qui se voit pas, mais qui est en entrée de champ. Oui. Donc, du coup, voilà, c'est juste pour dire que de pas hésiter à aller plutôt après le pont, et c'est beaucoup plus simple pour poser. Voilà. Ok, bah, c'est une bonne remarque. Alors, le latéraux n'est pas officiel. Hein. Non, Juste, mais moi, j'ai il posé n'est avec pas plus. l'agriculteur dans le champ et on s'est fait un grand coucou. Il a pas l'air du tout anti-parapente. Voilà. Ouais, voilà. Mais ça, on ne le sait jamais avant, ça. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, on y reviendra sur l'atterrissage, mais c'est vrai que le mieux, c'est de pas rester au milieu du champ, quoi. Mais voilà. Non, non, mais alors, oui, il y a rien d'officiel. Effectivement, celui-là, je pense que j'avais dû atterrir là. Effectivement, par ici, il y a des maisons et il doit y avoir une ligne électrique, ouais, le long de ça. Ouais. C'est toujours mieux, de toute façon, de pouvoir repérer au départ, hein, au moment de partir, l'atterrissage, quoi. OK. Donc, pré-ravier. Alors, le gros intérêt du pré-ravier, c'est qu'il permet. Euh, on est dans le même secteur que Mont-Lambert, c'est-à-dire qu'on est globalement relativement protégé du vent de nord, dans certaines limites, hein, bien sûr. Mais on peut bénéficier de ça. Et puis, c'est aussi d'avoir un peu des. Si on arrive vraiment en toute fin de matinée, de bénéficier un peu des thermiques comme à Mont-Lambert, quoi. Donc, l'atterrissage, c'est l'atterrissage officiel de Mont-Lambert, donc très grand, peu d'obstacles. Il y a un pré d'un côté, un pré de l'autre, donc voilà, pas de souci au niveau de l'atterrissage. Au niveau du décollage, je dirais le plus facile, c'est ces prés qui sont là, qui sont bien orientés est. Le mieux, c'est de se mettre en face de cette trouée là qu'on voit là, parce que du coup, entre la pente et la rangée d'arbres, elle est vraiment très loin. Si ce jour-là, il y a du sud, il y a une petite bosse là qui permet aussi de décoller. Quand j'y étais allé, je trouvais que l'aérologie était quand même pas simple parce que on a les thermiques qui déclenchent vraiment ici. Euh, c'est un peu un carrefour. Je sais que j'avais pas trop compris. J'avais levé au moins 3 fois mon aile. Alors une fois qu'on arrive à décoller, on est bien parce qu'on est vraiment juste derrière. Là, il y a un thermique, donc ça permet de monter. Mais je dirais cette zone-là, et donc on a une espèce de petite boule et après une rupture de pente qui est assez franche, donc c'est moins long, donc c'est moins facile sur cette zone-là. L'idéal, c'est quand même de décoller dans ces prés-là. Écoute, Pour moi, pour autant, avoir fait ce François, décollage très souvent, je pense l'inverse. Ah ouais? Ouais. Parce que la prise d'élan, elle est beaucoup plus agréable et facile sur le déco sud. Là, c'est très pentu. Des fois, l'aile elle glisse. Il y a aussi des longues herbes. Et C'est bon, vrai. après, effectivement, ça reste un vol du soir ou du matin. Donc, je suis souvent arrivé dans des conditions où le vent n'était pas un souci. Ouais, ouais. Si tu arrives à 13-14 heures, enfin, ça peut être, je pense, un peu plus turbulent. Voilà. Et, Je et dans la trouve le déco mesure sud où. plus piou-piou, en tout cas, moi, Hein? personnellement. Je trouve le déco sud plus Ah piou. oui. En fait, là où je trouve que c'est un petit peu moins piou-piou, c'est que dans le déco Est, c'est qu'un pré. Il est un peu raide, mais c'est qu'un pré. Tu vas pas avoir de rupture, de cailloux, de choses comme ça. Si tu rates ton gonflage, et comme le pré est quand même, la pente est bien, la prise en charge est rapide. Mais voilà. Bon, après, point de vigilance, hein, si vous arrivez et puis que c'est vraiment laminaire, vous pouvez essayer de l'autre côté, hein, c'est tout. Petite seconde.
plutôt le matin, forcément, on est en est. Donc, petite Sambuie, vraiment un très beau sommet. Donc, on peut faire un petit détour pour aller vraiment au sommet, où là, il y a un petit passage où on pose un peu les mains, et revenir après vers la petite Sambuie, où là, c'est vraiment un grand pré, une grande boule herbeuse qui est vraiment toute désignée pour faire un décollage facile. Voilà, on peut éventuellement monter de ce côté-là. Là, je sais qu'ici, il y a un refuge, donc on peut envisager de le faire sur 2 jours. Et en montant de ce côté-là, ben, après, on évite de passer par la station. Donc, du coup, hop, on en a toutes ces traversées-là qui est très sympa. C'est un peu plus long hein, en dénivelé, la petite Sambuie. Mais voilà, on a un sommet avec la super vue sur le lac d'Annecy et voilà, des possibilités de décollage qui sont très larges, vraiment aucun problème, quoi. Et c'est pas mal utilisé pour ceux qui veulent partir en cross aussi. Mais ça, comme un... Oui, tu l'avais fait, Romain, non en partant de la Sambuie. Je sais pas si Romain est toujours là. Ouais, je suis là. La Sambuie, c'est bien pour accéder aux faces est des Bauges et puis ensuite rentrer dans les Bauges, oui. Et puis ensuite traverser les Bauges du sud au nord et puis revenir à la Sambuie depuis la Tournette. Ça fait un joli petit tour. En tout cas, il y avait le téléphérique, il y sera plus l'été prochain. Ah ben voilà, comme ça il y aura moins de monde. Il y avait déjà pas beaucoup de monde. Ok. Donc Trello, alors le Trello, on verra après, hein, il est officiellement dans la zone de réserve, donc il faudrait être à 300 mètres sol, mais il y a eu des négociations où on a pu avoir 2 décollages d'autorisés au niveau du Trello, qui sont matérialisés en vrai. Maintenant, il y a une petite pancarte, donc tout le haut de cette pente-là, on a le droit de décoller, même si c'est dans la réserve. Avec une randonnée vraiment très chouette pour y monter. Là, on arrive un peu à flanc de falaise, on passe au pied d'une cascade, on arrive sur un grand alpage, on arrive sur une crête herbeuse, donc c'est super beau. Ce qui est possible aussi, c'est depuis là, c'est d'aller faire un aller-retour au sommet. Il y a un sentier qui longe la crête. Pareil, où on pose un petit peu les mains, un petit peu vertigineux, mais pas rien de compliqué. Et ça fait vraiment une super rando. Donc donc là, on voit en face la Croix d'Allan. Donc, on est sur une typologie, voilà, un grand pré, bien, pas de souci particulier, quoi. Donc, on est sur sud-est, donc plutôt fin de matinée, voilà. Et puis, faire attention à ne pas y aller quand il y a du nord, parce que, ben voilà, on est directement sous le vent de la crête qui est derrière, quoi. Et donc l'autre déco, Trello Ouest ou alors dans des portes, qui est pareil, qui est dans la réserve, mais qui a été aménagé. Je crois qu'il y a une pancarte aussi, j'ai vu. Donc là, c'est une grande pente d'herbe, pareil, ouest. Donc soit on pose sur plutôt ce pré-là qui est bien dégagé, parce que le pré qui est à côté du parking, il y a quand même plutôt des arbres, donc c'est beaucoup plus compliqué. Soit on va poser même sur latéraux le même que la Croix d'Allan, si on veut vraiment aller vers un truc. Quel cas, bah, soit il faut revenir en stop, soit partir à pied de plus bas. Pour ceux qui voudraient décoller du sommet, c'est pas simple, hein, le Trello. Moi, j'avais rien trouvé de vraiment évident. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà décollé de la crête, mais c'est voilà. Sur le sentier qui monte là, on a une espèce à un moment donné de léger replat, mais après c'est très raide. Bon, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc là, on voit donc là, on a la porte et le Trello, et c'est vraiment cette pente d'herbe qui est au-dessus du sentier par ici. Un après-midi en été, si ça marche un peu en thermique, moi je m'étais retrouvé là, c'est possible de repasser sur le lac d'Annecy si on arrive à se maintenir un peu et rester un peu, avoir un peu quelques thermiques, quoi. Donc sur les décollages d'Annecy, donc les brises, elles viennent s'installent fin de matinée, début d'après-midi.
toujours, elles viennent du nord. Donc, ce qui va nous intéresser, là, le col des Frettes, c'est le décor est orienté plutôt ouest, mais en fait, la brise vient quand même taper dans l'axe du décollage parce qu'elle se répartit après le long des combes. Et donc, pour le col du Varro, ce qui est assez particulier, bon, on le verra après, c'est que on arrive à. Même la brise, elle fait un peu le tour et puis elle revient quand même plutôt presque sud à cet endroit-là. Donc, le col des Frettes. Donc là, c'est pareil, on va avoir l'atterrissage de Doussard, donc le gros atterrissage, celui officiel. Donc il n'y a pas de souci pour l'atterrissage. Une randonnée bien efficace, assez raide. Et on arrive sur un décollage un petit peu en cuvette, assez raide, où pour faire du soaring, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir du vent très fort, quoi. À partir de 15-20, c'est suffisait pour rester un peu en soaring, là. Donc, très bien. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est pas très raide sur le dessus, et puis assez progressivement, ça devient assez raide. Donc, il y a même des gens vraiment en très petite voile qui arrivent à décoller d'ici. Donc, assez rapidement, on dégage avec beaucoup de gaz. Alors, ça peut être un peu délicat s'il y a du nord, parce qu'on est vraiment un peu sous le vent. Donc là, et le décollage de l'autre côté, par contre, j'ai déjà vu faire, mais c'est quand même, il n'y a pas de près, quoi. C'est assez raide. Bon, c'est vraiment compliqué. Donc à éviter avec du nord ou de l'est. Donc col du Varro, là c'est un décollage qui est beaucoup plus haut. Et bizarrement, alors la brise, souvent, moi j'ai pu observer que ça faisait un peu le tour, puis ça revient quand même un peu en sud. Donc souvent, les 2 fois que j'ai décollé comme ça, sauf un matin où il y avait vraiment que le vent météo, mais je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, non, dans ceux qui sont là. Ouais, une fois. Et tu as décollé en sud aussi, alors? Ouais. Ouais. Alors qu'il n'y avait pas une tendance spécialement sud ce jour-là. C'était thermique surtout. Ouais. Ouais, voilà. Donc, J'ai attendu que ça tienne. Donc là, c'est pareil. Si on regarde que les prévisions, je pense qu'en météo parapente, il ne va pas trop indiquer un courant de sud ici, quoi. C'est vraiment un petit phénomène un peu local. Donc, à partir du moment où il n'y a pas trop de vent météo à l'extérieur et que c'est la brise, on va être plutôt favorable en sud, quoi. Là, on pourrait imaginer de décoller aussi en ouest, mais bon, il y a un peu plus des obstacles quand même en face. L'idéal, c'est quand même de se mettre soit sur cette pente-là, soit un peu plus bas si c'est alimenté. Mais en fait, toute cette zone-là, il n'y a pas de souci pour décoller. Montagne de Sulins. Donc ça, c'est le seul où j'y suis pas allé. Je suis allé en hiver, mais j'ai jamais décollé. Et je sais que ça se fait bien. Et puis là, c'est une des photos d'un des membres. Donc je ne sais pas qui est-ce qui veut en parler. Je pense que la rando est sympa et pour le coup, on doit pouvoir décoller peut-être dans toutes les orientations, non? Qui est-ce que Olivier, t'as décollé toi? Plutôt en est? Ouais, exactement. Moi, j'ai décollé plutôt en est sur le déco le plus au sud de la carte, là. Voilà. Par Donc, ici, là? ouais. D'accord. Et Ok. oui, ça se fait bien. Après, j'ai contourné le mamelon et puis j'ai rejoint latéraux. Après, voilà, Ouais, il y a une bonne rando, elle est assez longue et il n'y a pas de chemin très direct, en fait. Voilà. Ah ouais, ça l'ouvre un peu. Et ouais. Donc le Vercors, donc on est sur le plateau là avec l'Aigle qui est ici, le Pic Saint-Michel et le Cornafion, donc euh, brise de nord régulièrement. Donc le Cornafion, c'est vraiment une belle petite balade avec des conditions qui peuvent être vraiment très chouettes en fin de journée en été parce que en fait on a un peu toute la brise d'ouest, la brise qui va venir pousser un petit peu avec un cheminement assez facile le long des crêtes et un petit peu comme ce qu'on peut avoir à Vérel, sauf que là, on peut se retrouver vraiment à cheval sur la crête avec c'est très joli. Hein, là, il y a les arrêts du Gerbier qui sont un peu plus au sud, qui est bien, enfin qui a une itinéraire d'alpinisme, mais en tout cas très très beau. Euh,
là, c'est pas un atterro officiel, hein, mais c'est des prés qui sont assez grands. Voilà. Je sais pas s'il y en a certains qui veulent ajouter des choses sur le Cornation. Je sais que moi, j'avais, alors, un petit peu ce qui t'était arrivé, Pierre-Yves, c'était que j'avais été sur les faces sud, là. Donc, j'avais chopé des bons thermiques. Et par contre, comme j'étais un peu sous le vent du nord, j'avais pris aussi une grosse fermeture ici. Donc, être peut-être vigilant, à pas, voilà, là, c'est toujours un peu, peut-être essayer de tourner avant pour venir par ici, ou alors de faire vraiment le tour en conditions thermiques, quoi. Voilà. On doit avoir aussi des possibilités un peu de décoller un peu dans tous les sens. Moi, j'avais décollé plutôt à droite, là, direction du sud. Donc, Pic Saint-Michel. Donc là, il y a un atterro qui est l'atterro de l'école de parapente, là. Donc, avec les sites officiels qui sont le Belvédère et je sais plus. Donc, très sympa à faire comme randonnée parce que vraiment très belle vue, là, sur les balcons est. Être peut-être un petit peu attentif, c'est-à-dire que là, on a un petit plateau au milieu. Donc, si on essaie de gratter un petit peu et qu'on se retrouve un peu bas, il faut faire attention qu'il faut quand même passer cette barrière-là. Donc, pas se faire surprendre, hein. Voilà, en termes de finesse, on pourrait regarder, mais si on n'est pas sûr et que ça ne tient pas, ben, faut vite traverser, quoi. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Il y a un petit peu des cailloux, donc peut-être un peu moins facile que d'autres, mais donc, globalement, ça va quand même. Sachant qu'il est aussi possible, quand on décolle de ce côté-là, de rebasculer à droite pour basculer en est. En imaginant, moi, ça m'était arrivé, parce que j'étais arrivé en randonnée de l'autre côté. Et alors là, ce qui est sympa, alors donc là, c'est assez court. On monte au-dessus d'une ancienne piste de ski, ce qui peut être vraiment bien. Alors, c'est une pente-école qui est utilisée par l'école du coin. Mais on peut décoller d'ici, on peut décoller de là, on peut décoller à plusieurs endroits. Et c'est-à-dire qu'on peut faire des micro-sauts de puce. Donc après, peut-être que si l'école est là avec ses élèves, peut-être qu'ils seront pas très contents, mais en tout cas, s'ils sont pas là, ça peut être l'occasion de monter plusieurs fois et puis de redécoller, voire même de faire un peu du gonflage et voire faire des mini-vols en partant de cette partie-là de la pente. Et en plus, bah voilà, il y a une balise. Et donc, pour travailler le gonflage, faire des mini-vols, c'est vraiment un coin qui est assez intéressant pour ça. Même si on veut voilà, monter à pied, puis refaire plusieurs décollages, plusieurs atterrissages, sachant que l'atterrissage, ça c'est un intérêt officiel, donc qui est grand aussi, quoi. Ah, donc ça, c'est le haut de la piste qui est assez plat. Et puis après, voilà, il y a une bonne pente bien progressive. Donc grand replomb, là, c'est vraiment une belle randonnée. Donc là, c'est un peu plus à dénivelé, hein, parce ça fait presque 1005, 1006. Pour y monter, en fait, il n'y a pas vraiment de sentier. Il faut remonter à partir de ce point par ici. Je crois qu'il faut remonter là-dedans, dans un des crêtes, repartir par ici. Et par contre, quand on arrive au sommet, le décollage, c'est vraiment super bien, quoi, parce que je pense qu'il aura la possibilité de décoller aussi de l'autre côté, mais c'est quand même moins long. Là, on a vraiment, c'est de l'herbe à cette altitude-là, c'est vraiment super, pas de cailloux, très dégagé. Euh, Être attentif au niveau de l'atterrissage, parce que là, il y avait un pré, il y avait des chevaux dedans. Donc j'avais atterri et après, j'étais parti un peu vite parce que voilà. Donc, c'est pas un intérêt officiel, hein, non plus. Donc, bien repérer avant, voir s'il y a éventuellement des animaux, et puis voilà. Mais globalement, c'est quand même relativement grand. Et, donc là, il y a le refuge, si on veut éventuellement le faire en 2 jours. Et je crois qu'il y a même là, il y a une espèce de petite cabane juste dans ce virage-là, le Habert de la Pierre, là où on doit pouvoir s'abriter aussi ou bivouaquer. Voilà. Est-ce que sur les topos, il y a des questions sur certains. On est arrivé au bout là. Pas de questions. Non, du coup, c'était très clair. Merci beaucoup, Jean. Super présentation.
Donc après, si vous avez encore un peu de temps, je peux parler un peu des autres sujets que j'avais vus. Mais voilà, c'est comme vous voulez, s'il y a des intérêts ou d'autres questions. Donc, quelque chose qui est bien, je pense, à avoir toujours en vol, c'est un petit kit d'arbrissage avec de quoi se vacher, c'est-à-dire c'est une sangle qui permet si on l'accroche sur nos mousquetons, à s'accrocher à une branche, un sifflet pour se matérialiser. En sécurité, un téléphone chargé, je pense que c'est le mieux. De temps en temps, ça passe pas le téléphone, donc une radio, même si on est tout seul, c'est quand même toujours bien. Ça permet d'avoir, au cas où on a un problème de téléphone, on a quand même un moyen de se signaler, sachant que le téléphone, si ça passe, c'est toujours mieux. Euh, Sachant que, voilà, moi, ça m'est arrivé d'être dans un arbre et ça s'est pas passé comme j'imaginais, c'est-à-dire je pensais arriver près du tronc et en fait, non, j'étais entre deux arbres. Donc, avoir de quoi se vacher, ce qui permet de s'accrocher aux branches qui sont autour, au cas où la voile ne tient plus, ben c'est bien. Et la petite ficelle, en fait, à quoi ça sert la petite ficelle? Ça sert en fait, ça sert on accroche une petite branche à, à la ficelle, on la déroule, et ça permet aux sauveteurs, quand ils arrivent, ils accrochent la corde sur la ficelle. Et donc, moi, ce que j'ai pu faire, c'est remonter la corde. La corde, je l'ai jetée par-dessus une grosse branche et elle est retombée en dessous. Et en fait, donc du coup, ça veut dire que les sauveteurs, ils avaient dès le départ un point de renvoi. C'est-à-dire que la corde, elle partait du bas, elle allait sur ce point de renvoi, elle redescendait en bas. Donc en fait, ça veut dire qu'ils peuvent venir vous chercher beaucoup plus rapidement. Donc déjà, eux, ça leur prend moins de temps, et puis vous restez moins longtemps suspendu dans l'air. Donc ça fait gagner du temps, de la sécurité pour les sauveteurs, et voilà. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça pèse pas grand-chose, et ça peut, voilà, être super utile. Je sais pas, en sondage, qui c'est qui a un kit d'arpissage dans sa sellette? Pas moi. Moi, j'en ai un. J'en ai pas, c'est pour ça que ça m'intéresse de voir ton avis là-dessus, parce que c'est vrai que ouais, j'ai pas pensé à avoir ça. Ouais, après, les deux choses qui sont bien, c'est que si tu te retrouves dans une situation où pas stable, ben, d'avoir de quoi te vacher, un petit mousqueton, une sangle que tu peux accrocher sur ce que tu trouves, ben voilà, déjà, ça te rassure aussi. Euh, et puis la ficelle, ben, ça permet aux sauveteurs d'être là tout de suite, quoi. Quand ils sont arrivés, au bout de 5 minutes, il y a un des gars qui était plus haut, qui m'a envoyé une corde, qui m'a descendu. Je pense que ça a fait gagner facile 20-25 minutes. Et voilà. Bon, et du coup, tu t'es content d'aider les sauveteurs parce que au début, quand ça t'arrive, tu étais un peu gêné en fait de déranger ces gens qui viennent te chercher. Donc, ça te fait au moins, ça te soulage un petit peu la conscience. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ouais, ben donc moi je suis également équipé et peut-être qu'une remarque qui est de la palissade, mais c'est de dire qu'il faut quand même l'avoir à portée de main en permanence et pas au fond de la sellette dans le dos, parce que j'imagine qu'une fois qu'on est en l'air pendu dans l'arbre, c'est beaucoup plus compliqué pour aller l'attraper, quoi. Donc du coup, moi je l'ai mis dans une banane devant, à l'avant, quoi, devant ma bedaine, de façon à ce que j'ai pas de souci le jour où il faut que je sorte mon matériel, que je suis pendu dans un arbre, je l'ai j'ai tout à portée de main, quoi. Voilà. Ouais, tu as raison, parce que donc moi, je la mets dans la poche à fermeture éclair avant de ma veste, ou dans la poche à l'intérieur, mais accessible, parce que c'est vrai que là, par exemple, quand j'étais suspendu, mais avec un plus haut que l'autre. Donc j'étais un petit peu de travers, pas dans une position très confortable. Il faut qu'il soit pas loin, tu as raison. Euh, donc le vol à ski, je sais pas si ça intéresse certains. Euh, c'est bien de faire. Alors, tenir l'aile. Alors, soit on met des petits, il y en a qui ont des petits piquets, des choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire une petite tranchée avec mes pieds pour pouvoir mettre le bord d'attaque. Et quand le bord d'attaque, il est dans cette tranchée, après, l'aile, elle ne bouge plus. C'est un peu ce que j'avais fait au Pré-Ravier.
Ouais, voilà. Donc là, on voit que, comme j'avais fait une petite tranchée en piétinant avec mes pieds en arc de cercle, bah, ça me positionne tout le bord d'attaque. Et comme tous les gens, ils se mettent un petit peu derrière, et là, en vrai, c'est plus raide que ça va de l'air. Hein. Donc ça tient vraiment super bien. Si on est à ski, l'idéal, quand il y a de la place, c'est de pouvoir faire une petite plateforme comme font les biplaceurs dans les stations, c'est-à-dire une plateforme plate. C'est-à-dire que là, voilà, c'était en bi, hein, mais j'avais pris le temps avec une pelle de creuser pour que voilà, je sois à plat, suspente à peu près très tendue, ce qui fait que après on donne un coup d'un, on se retrouve dans la pente et voilà. Donc là, il y a une petite vidéo, ce que vous pouvez aller regarder. C'est Julien Herli qui fait ça. Et ça, pour le coup, c'est plus friendly ou pas ouf? Eh ben, je dirais, si tu es dans une situation où il n'y a pas spécialement de vent, en fait, ce que te permet le ski, c'est d'avoir de la vitesse assez rapidement. Donc, la Ouais. prise en charge, elle est rapide. Après, tout dépend de où tu le fais. C'est-à-dire que ça dépend de la neige aussi, quoi. Si tu as de la grosse poudreuse, bah, je veux dire, même si tu foires ton décollage, c'est pas trop grave. Si la neige, elle est super dure, que c'est gelé et que le décollage, il n'est pas propre et que tu commences à dévaler la pente dans une truc un peu raide, ben voilà. Donc je dirais piou-piou si la neige est fraîche et que c'est pas trop raide et que voilà. Mais en même temps, si la neige est fraîche, il faut que ça soit un peu raide pour que tu puisses quand même avancer à ski. Ouais, puis la mise en place aussi, quand la neige est très fraîche, c'est le bazar. Enfin, je me souviens des sorties où la neige était molle. J'ai passé un moment à mettre la voile en place quand même. Ouais, ben après, si tu fais vraiment tout ce travail-là de faire ta tranchée et que tu répartis ton bord d'attaque tout au long, après, ça bouge pas, c'est nickel. Mais ça prend du temps, ouais, c'est vrai. Après, moi, je trouve que le décollage à ski, bah, bon, voilà, si tu as vraiment fait une bonne prévol et que le vent il est dans l'axe ou qu'il n'y a pas de vent, tu as tout de suite de la vitesse, donc ça t'aide, quoi. Et puis l'atterrissage, c'est encore plus facile parce que là, tu peux arriver vite, c'est pas grave, quoi. Ouais. Il y a la petite Sambui qui s'y prête très très bien si tu veux commencer par un vol facile. Ok, Ouais. ok. Mais ce qui peut être un peu compliqué quand même, c'est tes chaussures, enfin, les chaussures de ski, il y a plein de crochets, quoi. Donc, c'est facile d'emmêler ses suspentes dedans. Donc ça peut être un peu merdique, quoi. Et si ta Ouais. voile, elle tenait pas bien et qu'elle te vient de glisser dedans, voilà, c'est un peu compliqué. Un truc peut-être aussi qui peut être fait, si on n'a pas la possibilité de faire une grosse plateforme comme ça, c'est de remonter par rapport aux suspentes tendues, de remonter un peu plus haut, ce qui fait que de se mettre les skis en travers, et donc ça permet on se retourne, on se met dans la pente, et on peut prendre un peu de vitesse avant de tendre les suspentes. Donc ça peut être un truc pour du coup, après, au moment où les suspentes se tendent, tu as déjà de la vitesse parce que tu étais 2 mètres au-dessus, et du coup, le décollage il va se faire vraiment très rapidement. Ok. Donc ça, de temps en temps, je fais comme ça aussi. Ouais. Un truc qui m'intéresse, c'est le déco face voile en ski. J'ai jamais fait et c'est quelque chose de facile. Tu as des Oh là conseils? là, j'ai vu des vidéos, c'est le bordel. Hein. Moi, j'ai jamais fait, mais Ouais. Je me posais la question justement. je pense que tu dois mettre. Moi, j'ai jamais fait. Ouais. Je pense que tu mets tes skis perpendiculaires, quoi. Et puis, en fait, t'es pas mobile du tout avec tes skis. Hein. Moi, je trouve ça un peu c'est merdique. Hein. J'ai vu qu'il y a des gars qui y arrivaient, hein, décoller avec du vent fort, hein, mais ouais. Là, il faut quand même être un peu plus balèze en gonflage parce que tu vas pas pouvoir te décaler à droite à gauche comme tu le ferais à pied. Hein. Enfin, pas facilement. Et du coup, ça dégrade beaucoup la finesse d'avoir les skis au pied. Non, je pense pas. Tu as un peu plus de poids et puis peut-être ça freine un tout petit peu, mais non, pas significativement. Ok. Et si ton atterro, il n'y a pas de neige, c'est possible ça? Ah ben, moi j'ai déjà atterri dans de l'herbe un peu mouillée. T'arrives, tu sais, au moment de l'atterrissage, bah, tu mets tes jambes un peu en avant parce que ça Ouais. va glisser, mais ça va frotter. Donc déjà, tu essaies de soigner l'atterro pour arriver avec pas trop de vitesse, mais dans l'herbe un peu humide, ça passe, quoi.
Tant que tu arrives, si tu arrives à gérer pas trop de vitesse, il n'y a pas de souci particulier. Et si tu décolles avec des crampons, par exemple, parce que la neige est dure, si tu es en raquette ou des choses comme ça, moi j'aime bien quand même enlever les crampons en vol, parce qu'atterrir avec des crampons, quand même, il y a moyen de se refaire des chevilles, quoi. Ouais. Sachant que si c'est calme, voilà, c'est pas trop compliqué à enlever. Et pareil pour les raquettes. Mais il m'arrivait de décoller en raquette et j'aime bien les enlever pendant le vol pour pas être gêné à l'atterrissage. Alors que le ski, ça me dérange pas. Ok. Là, il y a les liens pour le vol rando, donc les topos de camp to camp. Celui-là qui est bien, hein, qui résume un peu pas mal de décollage. Les parties météo, je sais que. Qui c'est qui m'avait dit, Pierre-Yves, je sais pas si tu es encore là, tu voulais, par rapport à la préparation météo, toi, tu avais des questions? Ouais, j'aurais trouvé intéressant que, par exemple, quand tu as un jour dispo, voilà, tu dis comment tu prends la démarche et comment tu utilises, mais c'est peut-être carrément une conférence en soi de l'outil météo parapente, un peu en entonnoir, pour aller jusqu'au choix de ta rando, quoi. Ouais. Tu vois, commencer à trouver le vent météo. Après, comment tu t'y prends pour choisir ta rando. Tu vérifies que ça va être bon pour le décollage. Enfin, avoir un petit déroulé. Mais peut-être qu'on n'a pas le temps de faire ça maintenant et que ça vaut le coup de faire un truc spécifique. Mais tu as peut-être envie d'en dire 2 mots. Je ne sais pas. Ouais, bon, je peux en dire 2 mots. Après, moi, j'ai mon temps. Hein, c'est comme vous voulez. En gros, moi, je suis pas non plus un spécialiste, hein, mais comment je fais souvent, bon, chacun a ses petites habitudes. Hein. Moi, je commence souvent par Météo Blue parce que ça permet d'avoir, déjà, quand tu regardes donc, par exemple, là, j'avais mis VRL, ça te permet d'avoir un aperçu de la semaine et tu as un déroulé un petit peu, en gros, quel jour il n'y a pas trop de vent, quand est-ce que ça va le faire, la nébulosité. Ces histogrammes-là, ils sont quand même super bien. Après, tu as 2 configurations. Hein. Soit le vent il n'est pas très fort, auquel cas tu vas pouvoir voler un petit peu partout. Après, c'est entre les deux. Si le vent il est un peu soutenu en nord, eh ben, il va y avoir tous les secteurs de soit Montlambert et Chamoux qui sont protégés dans une certaine mesure. Et en... il y a d'autres secteurs, notamment Montaut vers Grenoble, qui est un peu réputé d'être protégé du nord. En sud, le Sapnais, souvent, c'est quand même bien protégé. Le secteur le bassin d'Annecy, c'est assez bien aussi. Et après, moi, ce que je fais, donc ça, c'est pour repérer un peu le jour de la semaine. Moi, c'est ça que j'utilise beaucoup Météo Parapente, mais après, je confronte avec d'autres modèles. Et notamment, ce qui est pas trop mal, c'est que, voilà, on va prendre l'exemple, par exemple, là, VRL, mercredi 13h, on regarde là, ils annoncent un peu sud-sud-est. Windy, il permet d'avoir les différents modèles avec les prévisions. Donc, si on regarde mercredi, là, on est mercredi 13h, on s'aperçoit que dans l'après-midi, ça bascule bien effectivement sud-est. On voit que les valeurs sont... Donc, par exemple, à VRL, ce qui est idéal, c'est quand même d'avoir un petit peu de nord, parce que quand c'est sud, ça veut dire que ça peut être turbulent, notamment l'atterrissage de Montigny, il peut être pas très sain, donc c'est pas idéal. Après, là, par exemple, on voit que le modèle, il indique un vent d'est à 20h. Ouais, non, ça ne veut pas dire grand-chose. Le plus facile, Météo Parapente, il te donne aussi les plafonds. Donc là, sur un régime de sud comme ça, moi, je préférerais peut-être aller soit au Sapnais, soit avec Belette, parce que sud-ouest, ça va être plus logique, quoi. Sachant que ça pourra peut-être très bien voler à VRL parce que la brise va prendre le dessus, mais voilà. Sinon, pour les décollages, et ben là, un régime de sud-ouest, par exemple, sur les Bauges, voilà, on a le Margeria, ça peut être vraiment très bien. Dans ceux que j'ai indiqués, je pense que la Croix d'Alan, ça va être bien aussi. Du coup, le Morbier, plutôt une tendance nord, donc je dirais pas, voilà.
Si on regarde en Chartreuse, eh ben, plutôt le col de Belfond en sud-ouest, ou alors la dent de Croll si on veut, si on se sent décoller en sud. Parce que notamment, là, on voit que ouais, les thermiques peuvent être même plus importants ici. Donc, Soring pour peut-être plus vol thermique aussi. Donc, avec un régime de sud comme ça, le Charmançon ça va pas, et le Grand Son, ça va pas du tout être indiqué. Par contre, la SIA, ça pourrait être vraiment bien. Après, voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent peut-être partager un peu comment ils font. Moi, globalement, quand je regarde après sur Météo Parapente, j'essaie de regarder ce que donnent les autres modèles pour voir si ça confirme et si tout le monde est d'accord ou pas, quoi. Sachant que Windy, ce qui permet aussi de faire, c'est de faire une comparaison des différentes prévisions en fonction des modèles. Donc là, pour la nébulosité, bon là, il n'y a pas vraiment de mystère, tout le monde est à peu près d'accord, mais ce qu'on peut avoir aussi avec Météo Blue, qui donne les différents modèles. Et donc, plus les modèles ils sont d'accord, alors pas sur celui-là. Météo là. Est-ce que c'est sur l'appli, sur le téléphone, j'ai les différents modèles aussi avec Météo. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent parler un peu de comment ils font. À gauche, tu as multimodèle justement dans Météo Blue. Ah, multimodèle, c'est ça. En fait, les directs sur. Ouais, voilà. Donc là, on voit, il y a tous les différents modèles et on voit là, ils sont vraiment tous d'accord, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Et notamment sur le vent aussi, ça permet de prendre un peu de recul, quoi. Voilà. Alors, ah oui, donc le gonflage, oui, donc Montagny, c'est possible. Au niveau du CIR, quand il y a du nord, toute cette partie en bas là, pour gonfler, faire voire même des mini-vols, mais c'est un peu, enfin, cette zone-là, elle peut être vraiment pas mal pour s'entraîner à faire de la pente-école sous le téléski à ce niveau-là. Le col des Prés, il y a soit la brise de nord qui arrive. Alors, de temps en temps, il y a aussi la brise qui arrive de l'autre côté. Mais je sais qu'on avait parlé du col des Prés, que c'était un bon endroit. Et au niveau de la piste aussi d'atterrissage, des parachutistes à côté de la piste de l'aéroport d'Aix, là. Où là, voilà, il y a toute la brise du lac qui arrive en nord, donc je pense que c'est peut-être un des coins les plus pratiques à côté de Chambéry, quoi. Ah oui, l'atterrissage, ça, c'est la plupart du temps, on est sur un terrain privé, hein, en fait. Et donc, c'est source de pas mal d'embêtements, notamment à la Galopa, où il y a la mairie qui a fini par prendre un arrêté pour interdire, voilà. Donc, c'est jamais simple, notamment quand l'herbe est grosse. Donc, c'est vrai que éviter les grands prés entre mai et fin juin, ou alors aller dans des endroits qui sont, si possible, éloignés des habitations, quoi. Et quand on est posé, on est assez visible, mais je pense que ça coûte rien de se décaler, de ne pas replier au milieu du champ, mais de se remettre sur le bord, sur un chemin, dans un coin un petit peu discret. Ça pourrait éviter les soucis, quoi. Ce qui nous concerne dans les Bauges, c'est toute une zone de la SNCF et la RNCFS. Donc, il ne faut pas survoler en dessous de 300 mètres sol. Donc là, on voit le Trello qui est ici, la Croix d'Alan qui est là. Et notamment, c'est ce qui nous interdit de décoller. C'est dommage, hein, du Mont d'Armen ici, qui, je pense, serait très sympa. Et voilà. Et si on y passe, il faut passer au-dessus de 300 mètres sol, quoi. Voilà. Est-ce que moi j'ai à peu près terminé sur ce que je voulais vous montrer? Si vous voulez, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir ou d'autres des témoignages peut-être sur ceux qu'on a déjà fait une paire? Je sais que Olivier, toi, tu en as fait 12, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas? En tout cas, je sais qu'il m'en reste 2 sur le... 13 alors, du coup. Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il m'en reste 2. Voilà. Donc, sur le truc de départ, en fait, sur la liste de départ, puisque je ne compte pas la rallonge que tu as redonnée il y a quelques jours. Donc toi,
Je sais plus, c'est toi qui disais que l'atterrissage de col de bord était peut-être celui qui était le moins facile, non? Ou, lequel, toi, t'a paru plus compliqué dans les 13 que tu as fait? Je dirais que clairement, c'est celui, pour moi, le plus difficile, c'est celui de la fougère. Ouais, ok. Mais celui que tu as En dessous pointé, Bargeria, là. voilà, celui que tu as pointé, je me suis même mis dans les arbres, mais pas dans le cas de ce challenge, mais dans mes précédentes expériences, j'avais raté latéraux carrément parce que comme il y a un dévers, j'ai tangenté le latéraux j'ai traversé tout latéraux et j'ai fini finalement dans les arbres. Donc pour moi, le plus technique. Alors que c'est pour ça que j'ai fait la remarque tout à l'heure, alors que c'était idiot de ma part de m'être vraiment focalisé sur ce pré-là, alors que juste à côté, de l'autre côté de la rivière, il y a vraiment un pré qui est immense et très plat de part et d'autre de la route. Et voilà, donc c'est pour moi, voilà, s'il devait y en avoir un qui était le plus tendu, c'était celui-là. Et puis après, peut-être en deuxième, qui était peut-être que j'ai trouvé un peu, voilà, qu'il faut bien se le préparer, c'est celui en dessous du col de bord, effectivement, où j'ai trouvé qu'il y avait des arbres qui étaient très hauts, qui bordaient tout le terrain sur 3 côtés, et la ligne téléphonique sur le 4e. Donc faut vraiment rentrer par la partie basse du terrain, et puis après obliquer pour finir de poser. Et c'est bien expliqué en plus sur le panneau à côté du terrain d'atterrissage. Le club local l'a bien expliqué. Mais malgré tout, quand on n'est pas spécialement hyper dégourdi en atterrissage, et c'est un peu impressionnant. Voilà. Ouais. Si je peux me permettre aussi, là où tu avais ta souris, il y a une construction maintenant, c'est plus un terrain. Oui, ici, là. Là, ouais. Là, ça doit être une centrale d'épuration ou quelque chose Non, comme c'est ça. un cimetière, je crois. Cimetière, ah, ok. Et en fait, le terrain, globalement, il est un petit peu en pente par ici. Ouais, exactement. Et on a un fil électrique qui est là Ouais. et une petite haie d'arbre qui est là. Elle est pas si Donc, petite. hein? Elle est pas si petite. C'est des arbres qui font facilement 6 ou 7 mètres. Oui, oui, c'est ça. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'arrive par ici, au-dessus de la ligne électrique, et puis à un moment donné, je pars à peu près dans cette direction-là, ou alors j'arrive par ici, parce qu'il y a une entrée où on peut arriver assez bas. Voilà. Donc, comme le terrain est un petit peu en pente par ici, donc il peut arriver qu'on pose un peu plus long que prévu. Après, ce qui est bien dans les terrains en pente, c'est que si on est trop long, on part à gauche, ce qui fait que ça nous raccourcit. Et si on est trop court, eh ben, on peut toujours repartir un peu à droite. Donc voilà. Mais euh, le matin, la brise, elle peut arriver un peu du bas, comme ça, de la vallée, ou un peu ici. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de poser assez dans les 2 premiers tiers du terrain. Ouais, voilà. Donc c'est pas forcément le plus. Voilà, ça se calcule. Il y a d'autres dans la série, dans la liste que tu as fournie. Il y a des sorties pour lesquelles c'est beaucoup plus simple de poser, et donc c'est peut-être pas celui par lequel il faut commencer, la sortie par laquelle il faut commencer. Voilà. Et dans la même remarque, dans la même veine de remarque, je dirais simplement que Pré-Ravier, c'est peut-être un des décos qui était un peu impressionnant, et c'était un de mes premiers. Du coup, ce sera à refaire. Peut-être que je commencerai pas par celui-là, quoi. Voilà. Parce qu'il y a Oui, vraiment parce de que la. le terrain est un peu pentu, tu veux dire? Ouais, voilà, il y avait de la pente. Ça m'a rappelé en termes de pente ce que j'ai trouvé au col de Belfond, où c'est les 2 seules fois où j'ai dû accrocher ma voile avec les pins là, en terre pour pas qu'elle glisse, alors que sur tout le reste, on est tranquille, quoi. Il y a pas, la voile glissait pas, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Le Trello, non? Peut-être le Trello aussi, c'est la pente Bah, verte. du coup, moi, le Trello, j'ai décollé de l'épaule avant, parce Ah que oui. la brise donnait bien euh, depuis le nord-ouest. Du coup, je me suis mis face à la brise, alors que la pente en question, la pente officielle, elle était plutôt sud-est, si mes souvenirs Ouais, sont ouais, bons. ouais. Voilà. Oui, oui, alors c'est sûr que du coup, euh, le, le décollage autorisé, en fait, à l'époque, il y a un moment donné, tu avais dû décoller par ici, il y avait un décollage qui était ici, alors ils l'ont mis ici, en fait. Donc, il vaut mieux se mettre en haut de la pente, c'est là l'autorisation officielle, quoi.
Et, Ouais, voilà, donc j'ai peut-être un peu été hors la loi, quoi. ouais, voilà, il n'y a pas de drame. OK. Eh ben, merci en tout cas pour ton Ouais, retour là-dessus. C'est vrai en tout cas, que. en guise de conclusion, moi, ce que je peux dire, c'est que la remarque alors je ne sais pas qui l'a faite, si c'était Pierre ou David, moi, une de mes difficultés aujourd'hui, c'est aussi d'arriver à définir où je vais aller faire ma sortie. Est-ce que je peux faire une sortie et où je vais aller? Donc, cette démarche en entonnoir que décrivait donc, un autre là, des volants, j'adhère complètement à ce besoin, en fait, éventuellement d'avoir un peu plus avoir des guides un peu pratiques pour faire un peu une analyse multicritère pour à la fin définir ma sortie, quel jour et où, quoi. Voilà. Avec à la fois des problématiques de vent dominant, mais également des problématiques de brise et en fonction de si ça va être le matin, l'après-midi. Voilà, donc il y avait ça. Et puis ce que j'ai trouvé super j'ai vu que en fait j'ai progressé au fur et à mesure que j'avançais dans le challenge. C'est une forme de sérénité et d'être un peu plus rompu à ces décos un petit peu en pleine campagne et puis des atterros vraiment variés. Et au fur et à mesure que je faisais des atterros variés, je voyais que je gagnais en précision et en analyse, en construction en fait de mon atterro, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé la démarche vraiment sympa et ça m'a bien boosté ta liste. Voilà. OK. Bon. C'est les Bah, cool. objectifs. Après, je ne sais pas. Peut-être un truc qu'on pourrait faire, mais c'est de temps en temps se faire avant le week-end une soirée pour dire, bah voilà, moi, demain, j'irai bien là-bas pour ça, parce que j'ai regardé ça et ça, éventuellement, et échanger là-dessus, quoi. Ouais, En complètement. préparation Complètement. Voilà, je vais pas revoler tout de suite, mais, mais pourquoi pas. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir le point de vue des autres parce que chacun a un peu sa petite expérience et puis c'est en confrontant un peu qu'on arrive euh, à, voilà, être plus sûr de là où on va, quoi. Ah oui, tout à fait. OK, et ben voilà, j'espère que vous avez d'avoir donné un peu de ce que j'en sais, mais voilà. Ben merci. Puis ça tombe bien Ouais. avant l'automne, là. Ça donne envie de. C'est la saison. Et donc j'ai eu Daniel au téléphone là, il n'y a pas longtemps. Il me disait que peut-être faire un truc en fin d'année, juste avant Noël, pour clôturer le challenge. Donc là, je pense que on pourra faire ça sur Chambéry. Je devrais être remis sur pied avec un peu des goodies, des trucs comme ça pour clôturer. Parce que c'est bien en écran, mais c'est bien aussi de se voir en vrai, quoi. Ouais, c'est Et sympa. si on veut participer au challenge, mais qu'on n'a pas de photo de la voile au décollage, tu nous prends sur parole ou faut vraiment le petit topo? De quoi? Je dis parce que j'ai fait pas mal de tes sorties, mais avant de savoir qu'il y avait le challenge, j'ai pas toujours pris ma voile en photo au déco. Ah, bah, c'est pas grave, je crois. Il n'y a y a pas un prize money de 5 000 $. Hein. C'est vrai que ça m'intéresserait de voir combien j'en ai fait sur l'ensemble qui reste et puis faire celle qui manque. Oui, et puis voilà, après, sur les prochaines, tu m'envoies. Si tu as des petites photos, même s'il n'y a pas ta voile, c'est pas grave. Ça peut être intéressant quand même de le voir. Hein. Mhm. Donc, n'hésite pas soit de les envoyer par mail, soit sur le Discord. Bah, merci pour tout. Ouais, merci Allez, beaucoup, Jean, et puis bonne récupération, là. ouais, ça marche. Merci à vous. Bonne Salut, soirée, au Jean. revoir. C'est vrai? Allez, ciao. Quand est-ce que Oui, Romain. tu rentres chez toi? Tu sais déjà? Ah, et ben, vous faites. Alors, il y a le. Tu peux juste couper ton micro, ça fait de l'écran. Après, tu Pardon. remettras pour parler. Ouais, ben, j'ai une permission ce week-end, là. Donc, je vais rentrer chez moi samedi à la journée, mardi à la journée. Et si ça se passe bien, ben, je pourrais revenir chez moi courant semaine prochaine. Donc, toujours en fauteuil. Et puis après, revenir faire la réduc en hospitalisation de jour, 3 jours par semaine. Bon, pas mal. Ok. Ok, Donc, ça se précise.
Ouais, ça se précise, c'est cool, hein, parce que... Et donc après, à partir du 20 novembre, je commence à remettre en charge et il y a 3-4 semaines progressivement pour que je marche après avec tout le poids dessus, quoi, c'est-à-dire sans béquille, sans rien. Et puis entre-temps, je vais pouvoir commencer la piscine à partir de la semaine prochaine. Donc, non, c'est bien. Déjà, le fauteuil, c'est bien, la piscine, c'est bien. Et, et je pense être en forme pour début janvier, peut-être. On va les récupérer. Ok, ok. Bon, tu commences à sortir la tête. Ok. Bon, bah bravo, très bien. Et Et puis, puis, bah, bravo pour faire ça de là où t'es, hein, quand même, parce que c'est un truc, bon, c'est un truc motivant quand même. Donc, ce document-là, c'est chouette. ouais, bah, écoute, si ça peut partager après. Là, je suis un peu à sec, hein, par contre, il va falloir que j'aille explorer d'autres massifs, hein, parce que je n'en ai plus trop maintenant. Ouais, faut aller dans Beldon, faut aller plus dans Beldon. Beldon, ouais, c'est ouais. Un peu Beldon, je pensais aussi un peu les Aravis, puis peut-être vers le Grand Arc, Petit Arc, tous ces coins-là. Là. En plus, c'est accessible un peu en train. Donc, bon, Ouais, Aravis, puis, c'est plus loin. ouais, puis il y a des cabanes, Beldon, Grand Arc, Petit Arc, il y a des cabanes aussi pas loin, c'est pas mal. Ouais, ça, je pense que ça sera l'étape d'après. Parce que même en allant vers Fond de France, là, il y a pas mal de cabanes. Il doit y avoir des endroits où ça décolle pas trop assez facilement. Et puis il y a les atterros vers Fond de France, là, c'est pas mal. J'avais été une fois un peu, mais parce qu'en montant au Settlo aussi, là, tu as un beau décollage. Si, c'est vrai qu'il y a celui-là que j'aurais pu mettre, tiens. Mais je l'ai pas, enfin, je sais où il est, mais je l'ai pas essayé pour de vrai. Donc il faudra que j'y aille. Bref. Oui, tu as raison, Beldon, c'est bien, ça reste en proximité et en transport en commun. Et ouais. On peut y aller le soir. Ouais. Ok, allez, salut. Et ben, allez, bonne soirée.